RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler de l'Allemagne. Le parti d'extrême droite, l'AfD, a réussi à porter un libéral à la tête de la région de Thuringe en ajoutant ses voix aux libéraux et à la CDU d'Angela Merkel, provoquant la démission de la dauphine de celle-ci, Annegret Kramp-Karrenbauer, dit AKK, pardon. Ce parti d'extrême droite est très puissant dans les États de l'Allemagne de l'Est. Alors vous en tirez quelles leçons? Et d'ailleurs, comptez-vous parmi vos amis l'AfD, ou vous considérez qu'ils sont beaucoup trop sulfureux? Bon, d'abord, ils ne sont pas d'extrême droite. L'AfD est née en réalité à la suite de l'ouverture totale des frontières effectuée par Angela Merkel, qui a vu 1 million de migrants arriver en Allemagne en réaction à cette submersion migratoire. Est née l'AfD qui... au départ, était un mouvement d'économistes, d'ailleurs, de professeurs, et qui aujourd'hui, c'est vrai, enregistre les succès, et même succès après succès, quelles que soient les élections auxquelles ils se présentent. Donc ils sont fréquentables, d'après vous? Bien sûr, ils ont actuellement des députés européens. Ils sont d'ailleurs dans le groupe Identité et Démocratie, avec nous, avec la Ligue de Matteo Salvini, et avec toute une série d'autres mouvements. Donc ils sont évidemment parfaitement respectables. Et encore une fois, c'est la démocratie dont on parle. Vous voyez, il y a des électeurs qui les ont choisis et eux-mêmes, après, comme dans toute démocratie, décident de soutenir tel ou tel candidat. En réalité, la CDU est en voie d'implosion et suit exactement le même trajet que les Républicains en France. Ils ont commis, entre guillemets, les mêmes erreurs, c'est-à-dire de systématiquement se coller à des mouvements de gauche, à défendre l'ouverture totale des frontières et l'immigration. En plus, ils ont rajouté la fermeture des centrales nucléaires, ce qui a été évidemment une erreur fondamentale de la part d'Angela Merkel. Et aujourd'hui, ils sont dans de très, très lourdes difficultés. Rappelons que c'est pas, pardon Frédéric, que c'est pas une coalition. C'est on va dire, ça a été une astuce pour faire élire... C'est pas une astuce, l'AfD s'est retrouvée confrontée. Une ruse. C'est pas une ruse. Enfin, écoutez, c'est le processus démocratique, c'est le processus électoral. Et ils devaient choisir un dirigeant à la région. Ils avaient le choix entre quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite. Ils ont préféré choisir quelqu'un de droite. Ça s'appelle la démocratie. Vous dites qu'ils sont fréquentables. Il y a quand même quelques dirigeants de l'AfD qui sont contestés, y compris en Allemagne, pour des déclarations comme par exemple les Allemands sont en droit d'admirer les soldats de la Wehrmacht, ou Hitler est une parenthèse assimilable à de la fiente d'oiseau dans la grande et belle histoire de l'Allemagne. Oui, sûrement. Il y a sûrement des gens qui ont tenu des propos... Parmi les dirigeants. Qui sont contestables. Mais je peux vous dire, pour les connaître bien au Parlement européen, que ce sont des gens parfaitement fréquentables et extrêmement sérieux dans la démarche qui est la leur. Après, si vous voulez chercher tel ou tel propos qui est contestable, vous en trouverez absolument dans tous les partis, y compris à la CDU et y compris dans les mouvements de gauche. Alors, vous avez l'air de dire que la CDU, c'est une manière pour eux de ne pas mourir, peut-être que de s'allier un jour avec... mais même si peut-être qu'ils n'y arriveront pas, puisqu'il y a une interdiction en fait. En fait, ils feront la même chose. Ils feront la même chose que l'UMP, si vous voulez, comme l'UMP a fait pendant 20 ans. Ils ont absolument refusé, souvenez-vous, à l'époque, les conseillers régionaux, les présidents de conseils régionaux qui avaient été élus avec les voix à l'époque du Front National. Ils ont préféré laisser les mouvements, les régions à la gauche plutôt que d'accepter les voix à l'époque du Front National. Eh bien, aujourd'hui, ils sont à 8%. Donc, si la CDU veut continuer comme ça, elle terminera très probablement aussi à 8%. Oui, mais vous parliez des Républicains, mais la digue, pour l'instant, est solide entre les Républicains et le Rassemblement national, et elle tient. Permettez-moi, mais ça s'érode méchamment à la base, quand même. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces élections municipales, et d'ailleurs l'année prochaine, les élections départementales, vont démontrer qu'à la base des Républicains, aujourd'hui, il y a une véritable fuite. Une fuite des élus, une fuite des responsables. Je ne vais pas vous donner la longue liste de ceux qui, aujourd'hui,
aujourd'hui ont rejoint les listes du Rassemblement national au municipal. Mais prenons, parce que j'y vais à la fin de la semaine, dans le président de la fédération LR de l'Hérault a quitté les Républicains et est tête de liste d'une liste à 7 soutenue par le Rassemblement national. Donc la digue, elle tient chez les dirigeants de LR, mais la réalité, c'est que les électeurs les ont fuis. Encore une fois, ils ont fait 8% aux élections européennes et qu'aujourd'hui, les cadres et les élus de terrain se mettent d'accord sur des programmes d'intérêt communal pour, en réalité, gouverner des villes et puis peut-être demain des départements ou des régions avec le Rassemblement national. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous rejoigne ou vous envisagez la création d'une grande coalition de la droite nationale ? Moi, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est que moi, je ne crois plus à la droite et à la gauche depuis bien longtemps. J'ai été la première à théoriser qu'il n'y avait plus de droite et de gauche. Et pour cause, en réalité, la droite et la gauche se succédaient pour les faire mondialistes et les nationaux, pour vous, le clivage, il est là. Pour faire exactement les mêmes politiques. Il y a un clivage qui est le clivage entre les nationaux et les mondialistes. Emmanuel Macron, d'ailleurs, est rentré en quelque sorte dans ce clivage. Il est le chef des mondialistes et je suis le chef des nationaux. Par conséquent, dans les nationaux, il y a des gens qui viennent de la droite, il y a des gens qui viennent de la gauche, comme Andrea Cotarac, qui vient de la France insoumise et qui est aujourd'hui tête de liste aux métropoles à Lyon. Donc, des patriotes, ceux qui sont attachés à la nation, aux protections qu'offre la nation aux frontières, il y en a partout. Il faut les rassembler, c'est la raison pour laquelle nous avons transformé le Front National en Rassemblement National. Il faut les rassembler pour pouvoir demain gagner et arriver au pouvoir. Justement, le peuple contre l'élite, le protectionnisme, ce sont des visions communes que vous avez avec Jean-Luc Mélenchon, qui est d'ailleurs quelque peu ambigu, puisqu'il y a quelques semaines, lorsque vous avez appelé à manifester contre les retraites, il a salué votre évolution vers l'humanisme. Et puis rappelez-vous, en 2017, entre les deux tours, entre vous et Emmanuel Macron, il avait refusé de donner des consignes de vote. Aujourd'hui, on sent que l'extrême gauche prépare le terrain de l'abstention en 2020. Si vous êtes face à Emmanuel Macron, c'est une façon de vous aider, en quelque sorte, non ? Mais c'est leur problème. Enfin, je veux dire, c'est eux qui déterminent. Non, mais pardon, mais c'est eux qui déterminent dans leur. Bien sûr, c'est leur problème. Mais mais d'accord, mais dans leur conscience, s'ils préfèrent ne pas voter Marine Le Pen en cas de second tour avec Emmanuel Macron, ou voter pour Emmanuel Macron. Je crois que beaucoup à gauche ont voté pour Emmanuel Macron et objectivement, ils sont mordent les doigts aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que la politique incroyablement antisociale que met en œuvre Emmanuel Macron, la brutalité dont il fait preuve, le rejet de toute forme de démocratie, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de dérive autoritaire de la part d'Emmanuel Macron, que tout cela leur rend le vote Emmanuel Macron absolument impossible. Et évidemment, on peut le concevoir, et je pense que Jean-Luc Mélenchon se réjouit tous les jours de ne pas avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron, en l'occurrence. Sur les questions sociales et économiques, est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il y a quand même aujourd'hui une assez grande proximité entre les idées que vous défendez et celles de la France insoumise? Au fond, c'est quand même largement sur les questions de souveraineté, notamment en matière migratoire, que vous vous distinguez. Ah oui, non mais pardon, c'est protectionnisme. Non, mais je ne dis pas que c'est rien, mais c'est pas rien. Hein. Mais sur tout le reste, vous êtes quand même assez proche. Non mais c'est un sujet absolument majeur, l'immigration. Je veux dire, la capacité que nous avons à mettre des critères à ceux qui viennent chez nous, à expulser ceux qui ne doivent plus y rester et de manière globale à maîtriser, encore une fois, les frontières dont dépend notre souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de frontières. Tout cela est absolument essentiel. Et c'est là où Jean-Luc Mélenchon est très ambigu en réalité dans son projet. Il est ambigu parce qu'on ne peut pas en même temps dire qu'on lutte contre les multinationales, contre la finance et en même temps être pour l'immigration, puisque l'immigration est l'outil principal pour peser à la baisse sur les salaires dans notre pays, et pas que dans le nôtre. C'est vrai aussi en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, et qu'elle ait réclamé cette immigration massivement par, en règle générale, les gens du MEDEF. Donc c'est lui qui est en contradiction. Nous sommes très cohérents dans notre projet. Maintenant, si vous me dites... Il est contre la réforme des retraites. Et vous aussi? Oui, d'accord. Enfin, c'est vrai, je mange des tartines de beurre le matin. Oui, peut-être lui aussi. Et c'est comme ça dans la vie politique. Il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord avec les LR. Il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord avec la France insoumise. Il n'en demeure pas moins que le seul mouvement totalement cohérent dans tous les domaines et qui a quand même eu raison sur beaucoup de sujets avant les autres, si je puis me permettre, c'est le Rassemblement national. Moi, j'entends aujourd'hui beaucoup de gens de gauche faire des tribunes pour demander un référendum.
mais c'est ce que j'ai réclamé. Le premier jour de la mise en orbite de la réforme des retraites, j'ai dit il faut un référendum. Donc, s'ils viennent vers moi et qu'ils se rapprochent de nos positions, mon Dieu, je ne peux que m'en réjouir. La France Insoumise attaque ces derniers temps votre mouvement en disant le Rassemblement national n'est pas en commission pour défendre les amendements sur la réforme des retraites. Oui, mais bon, en l'occurrence, c'est faux. Sébastien Chenu était là, il a été là mardi dernier, mercredi, il était là hier, il était là aujourd'hui. Alors évidemment, eux, ils ont un groupe de 17. C'est plus facile d'être présent par roulement que quand on est 5 députés, comme nous l'étions jusqu'à ce matin. Mais on fait tout à fait notre travail et on continuera évidemment à le faire lorsque ce texte arrivera en plénière, sauf si le gouvernement décide de passer en force, ce qui reste quand même quelque chose de plausible. Marine Le Pen, le président de la République devrait présenter dans les prochains jours, ça fait longtemps qu'on l'annonce, mais maintenant ça devrait être dans les tout prochains jours, un plan pour répondre aux problèmes que pose la montée de l'islam radical. Selon nos confrères du Figaro, le président assumerait désormais de travailler en réarticulant la lutte contre la radicalisation, le communautarisme et l'organisation de l'islam de France, alors que au lendemain de l'attentat à la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron avait fait très clairement le distinguo entre ces trois problématiques. Est-ce que cette nouvelle approche, dont le Figaro nous dit qu'elle est désormais celle du président de la République, sera plus efficace? Bon, moi d'abord, permettez-moi, je vais attendre de juger sur pièce parce que le président de la République nous avait annoncé en novembre dernier que dans les jours qui venaient, il allait faire un grand discours sur le communautarisme. On n'a absolument rien vu. Sauf que maintenant, il ne veut plus parler de communautarisme, mais de séparatisme. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on est dans la guéguerre sémantique. Mais pour quelle raison le communautarisme le dérange-t-il ? Pour quelle raison ne parle-t-il pas d'ailleurs de l'islamisme radical, car ces mots n'ont pas été prononcés par le président de la République? Qu'est-ce qu'il cherche en réalité à cacher? Pourquoi veut-il faire semblant de lutter contre le communautarisme? Nous avons déposé, nous, il y a maintenant plus d'un an, au moment où on discutait de la réforme constitutionnelle, un amendement pour réformer la Constitution. Et on suggérait de mettre « La République ne reconnaît aucune communauté, le respect de la règle commune s'impose à tous, nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'en exonérer ou en être exonéré. Nulle discrimination fondée sur l'origine ou la religion ne peut être instaurée par la loi. » Que nous a répondu M. Ferrand, qui était le rapporteur du projet sur la Constitution à l'époque? Il a parlé de privilèges d'hypothétiques communautés. C'est ça En Marche. En réalité, ils n'y croient pas. Ils vont sur ce terrain parce qu'ils pensent que électoralement, ça va être positif pour eux. Ils n'ont aucune vision, non seulement de ce qu'est le communautarisme, mais du danger mortel que représente le communautarisme dans notre pays. Pas plus qu'ils ne souhaitent lutter contre le fondamentalisme islamiste. D'ailleurs, ils font même l'inverse. Ils font revenir des djihadistes en France. Vous parlez de l'affaire de ce chercheur... Pas seulement. Mais pas seulement, à celui-là, ils ont donné un visa, mais ils en font revenir d'Irak, ils en font revenir de Syrie, au motif que leurs droits ne seraient pas préservés, j'en passe et des meilleurs. Donc, ils n'ont absolument pas ni la volonté, Donc vous ni même pas, la vision. Vous ne vouliez pas lutter. préjuger, mais vous préjugez quand même que ça va être un petit plan. Ou enfin... 1000 jours qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait contre ce sujet. Il y a 3 sujets absolument fondamentaux et urgentissimes. L'immigration, le communautarisme et l'insécurité. Sur ces 3 sujets-là, la situation s'est aggravée sous Emmanuel Macron dans des proportions qui sont spectaculaires. Voilà. Et donc, pourquoi voulez-vous que j'ai spontanément confiance en quelqu'un qui, depuis 1000 jours, n'a pas pris la peine de s'intéresser à ces sujets qui sont des menaces essentielles pour notre pays? En 2017, rappelez-vous, tout le monde prédisait la victoire d'Alain Juppé. Tous les observateurs disaient, dans le fond, la droite ne peut pas perdre. Aujourd'hui, 2 ans, on est à 2 ans de la présidentielle, les sondages et les médias vous opposent déjà au 2e tour face à Emmanuel Macron. Est-ce que cette prophétie ne peut en quelque sorte pas vous nuire? C'est-à-dire vous mettre déjà au second tour face à Emmanuel Macron? C'est vrai, Emmanuel Macron pourrait ne pas être au second tour. Ah, effectivement, j'ai vu qu'il avait même peur de la candidature de Cyril Hanouna. C'est pour vous dire quand même dans quelle fébrilité se trouve actuellement le président de la République. Bon. Non, je crois qu'il y a une cohérence. S'il y avait un Deus ex machina qui sortait à droite, un Xavier Bertrand, est-ce qu'il n'a pas plus peur d'un Xavier Bertrand?
Je ne sais pas. Non, mais il peut encore se tromper. Il peut encore se tromper aller sur vos d'analyse. thèmes. Mais je ne le crois pas. Je crois que le président de la République a au moins compris une chose, c'est qu'il y a véritablement un clivage aujourd'hui qui s'est installé dans la vie politique, qui est entre les nationaux et les mondialistes. Je peux voir éventuellement Xavier Bertrand devenir le chef de file des mondialistes, même si on aurait quand même descendu quelques strates, mais évidemment, il ne peut pas être le chef de file des nationaux. Donc je pense que de toute façon, il y aura au second tour de l'élection présidentielle dans 2 ans et demi, quelqu'un qui défend la nation, avec volonté, avec pugnacité, avec conviction, et quelqu'un qui veut continuer dans une mondialisation sauvage, dans la disparition progressive des nations et de leur protection. Marine Le Pen, qui ce sera? Qu'est-ce qui fera de vous une meilleure candidate en 2022 que vous ne l'étiez en 2017 ? L'expérience. L'expérience, la chute. Quand on chute, vous savez, quand on tombe, quand on commet des erreurs, quand on se blesse, eh bien, on tire les leçons. Enfin, quand on est normalement constitué, on tire des leçons de ces erreurs. Et on arrive plus fort, on arrive plus préparé, on arrive aussi peut-être en ayant plus rassemblé que lors de la dernière élection présidentielle. Et l'on voit d'ailleurs dans les sondages d'opinion qu'aujourd'hui, la situation que l'on nous donne au moment, au jour J, c'est toujours pareil, un sondage, ça n'est qu'une photographie, est bien meilleure que celle de la dernière présidentielle. Donc ce procès en impréparation, vous pensez qu'on ne pourra pas vous le faire en 2022 ? Oui, enfin, vous savez, les procès qu'on a pu me faire, je vais vous dire, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vu de ma campagne. Ce sont les points très positifs, car nous avons fait une belle campagne présidentielle. Tout le monde le disait d'ailleurs à l'époque. Et puis, ce sont les erreurs qui ont été commises. Ce sont les erreurs qui ont été commises. C'est vrai que ce débat sur la forme a fait beaucoup couler de l'encre, mais aujourd'hui, il va commencer à faire couler de l'encre sur le fond. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se revoient ce débat et se disent « Mais en réalité, Marine Le Pen, pendant ce débat, au-delà de la forme, elle a tout dit ». Elle a dit qu'Emmanuel Macron allait être le président de la guerre de tous contre tous. Elle a évoqué cette réforme des retraites. Elle a attiré l'attention des Français sur la dangerosité de l'immigration, submersion, du communautarisme, de l'islam radical, du terrorisme. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à terme, beaucoup de gens vont peut-être se dire, pour finir, la franchise dont j'ai pu faire preuve pendant ce débat, Emmanuel Macron a fini par me donner raison. Très rapidement, sur le fond, justement, votre campagne de 2022, a priori, elle sera à peu près la même que celle de 2017 ? Je ne peux pas vous dire ça à l'avance. Pour l'instant, je suis en train de me préparer, je suis en train de rassembler. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont envie de venir travailler avec moi pour cette campagne présidentielle. Des personnalités venues de partout. Mais des personnalités, des experts, des économistes, des préfets, des ambassadeurs, des gens qui disent on ne peut pas continuer comme ça, parce que la France va dans le mur et le monde attend autre chose de notre pays. Merci Marine Le Pen, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invitée. Merci à Camille Néran et Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission et merci également à toute l'équipe technique. À très vite, merci. Mossoul. Hier encore l'un des joyaux d'Irak. Puis, ville morte lorsque les djihadistes de l'État islamique y imposent la terreur en 2014. شاف داعش وشاف الذبح قدامه وشاف القتل وشاف السلب فجيل راح يطلع جيل ايش يعني اوصف لك اياه يعني جيل ما اعتقد جيل محب للسلام راح يطلع 3 ans après, la coalition parvient à libérer Mossoul après 9 mois de bombardements intensifs. Aujourd'hui, la ville est en ruine. Les autorités reconstruisent des rues pendant que le gouvernement supervise les prêches des imams. Découvrez dans cet épisode de Billet Retour comment les habitants de Mossoul réapprennent à vivre et tentent d'oublier un jour les horreurs de Daesh. Billet Retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et france24.com.